Salut, salut. Kabini. Et à mon nom. Salut Chanel. Bonjour. Dans nos amis. Salut Idir. Salut Idir. Tout ça. Salut Captain. Salut, ça va. Comme d'hab. Attends, je vais voir si là, on entend bien. Toujours l'histoire des travaux. Bon. Et salut Farid. Salut Farid, salut. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à te faire monter Farid. C'est pas. Jusqu'à ce que tu demandes, c'est pas normal ça. Bizarre. Allez, c'est pour la bonne cause, IT. C'est pour la bonne cause, IT. Voilà, maintenant. Mais c'est du. Salut Farid. Salut, salut. C'est bon. C'est la première fois que vous vous plaignez chaque fois du bruit des travaux, mais en réalité, on n'entendait rien les lives précédents. Mais là, cette fois-ci, on entend un peu. Mais c'est pas dérangeant, hein. Et parce que j'ai fermé. Si je laisse ouvert, tu vas entendre, mais bien, parce qu'ils sont en train de défoncer. Ils sont en train de défoncer une plateforme. Donc, ça fait un boucan monstre. Ouais, non, mais même les jours derniers, vous aviez fermé, on n'entendait pas. Vous entendiez peut-être, mais nous, on n'entendait rien. Mais là, cette fois-ci, on entend. Ouais, mais ce que je fais, des fois, je mets la caméra sur le micro sur mute, je remets. Quand je parle, donc on parle, c'est noyé. Salut, Janina. Donc là, parce qu'il y a de la résonance, là, c'est pas loin d'ici et ils sont en train de défoncer une plateforme. C'est de la rocaille, hein. Et bon, à quelle heure Et ils ouais, vont donc, arrêter? 18h15, 18h30, ça dépend. Ils vont être 10, 18h30, et bon, non, mais bien c'est pas sûr, dérangeant, hein. moi, ça me dérange. Mais même avec ça, j'arrive C'est à faire pas, la sieste. Quand je fais c'est la pas, sieste, ça me dérange pas. Je te jure que ça me ah ouais, dérange pas. carrément, hein. Je fais la sieste normale. Ah, moi aussi, ça me dérange pas du tout le bruit. Il peut passer un train devant moi ou un avion même. Exact. Salut à vous là. Ma foi, ma foi. Salut Abdel. Salut Zizou Toussaint. Salut Janina. Janina. JB qui nous rejoint. Voilà, dame, dame. JB qui nous rejoint. Salut les amis, Salut JB. ça va? Salut, bonjour. Alors, on va faire la manip. Fais là-bas. Écran vert, tac tac, plus. Comment se fait-il que vous, enfin, Nordine, comment se fait-il que toi tu arrives directement avec avec l'avion direct? Il n'y a pas moyen de. Tu le fais pas en ligne, je veux dire. Bon, il peut le faire, mais bon, il veut pas trop. Il veut pas trop s'embêter. Il veut pas trop s'embêter. Et Ah je non, veux mais je ne sais pas faire. Moi j'ai mis enregistrer, mais bon, je sais pas. Non. Alors, Alors, ça va allez, les amis? si tu veux, mais si tu appuies sur plus. Mais bon, pour ça, il faudrait que tu passes en live. Après, on en discute en aparté, c'est mieux. D'accord, ok, d'accord. Une qualif. D'accord. Pas de problème, on va faire la qualif. Ça va très bien. Salut, non, bouche là. Salut Nadir. Ouais, Alors, 18. Farid, qu'est-ce Très que tu as intéressant pensé la de la vidéo, vidéo? comme d'habitude. Ah oui,
T'as vu comment c'est un peu? C'est hein? Ah, ouais, C'est ouais. des systèmes Ah oui, mais de bon, raisonnement. C'est des raisonnements qui sont très, très chiadés, hein. Heureusement qu'il y a la ah oui, technologie. mais puis, moi, ça m'a suggéré. Ah, moi, ça m'a suggéré Oui. autre chose. Bon, c'est vrai que c'était un peu teinté de nostalgie, me semble-t-il, hein. Du tout. On sentait un peu de Non. la nostalgie dans vos propos. Ah ben un Non. petit peu, oui. Non, mais c'est-à-dire que comme c'est complètement passé de mode, moi, disons que la navigation comme ça à l'ancienne, moi quand j'ai fait ces cours-là, c'était extraordinaire parce que bon, en plus ça, comme j'ai fait ça tout seul, j'étais obligé de bien m'imprégner du mode de raisonnement, etc. C'est extraordinaire parce que quand on réfléchit bien, on a une seule position de l'avion, exacte, connue, c'est tout. Après, on n'a que des positions supposées, des lignes de position, et avec ça, on arrive à déterminer exactement où il est, quel est le vent et à quelle heure il va arriver, etc. Moi, je trouve ça extraordinaire. C'est tout. Avec rien, on arrive à faire quelque chose. C'est ça, c'est ça tout l'art de la navigation. Il y en a d'autres. Hein, il y a d'autres problèmes. Il y a d'autres méthodes de résolution comme ça qui sont très élégantes, je trouve, intellectuellement parlant, très élégantes. Non, mais hormis donc les calculs mathématiques tels que la Mercator, le calcul du temps de vol d'un point A à un point B, le QNH et la température en rapport à l'altitude vraie, la complication du relief rencontré, que vous avez judicieusement d'ailleurs et vicieusement, on va dire, inclus pour compliquer un peu la chose. Je pense que bon, quoi dire, je pense que quand même vous aviez la tête dans le guidon à cette époque. Et Ah, et il c'est y avait clair. quand même des ah oui, vous avez la tête dans le guidon, il y avait concertation, même la durée du vol vous paraissait peut-être plus court, je veux dire, comparativement à aujourd'hui. Moi, je sais que quand on faisait des Bamako, les Alger Bamako, ou bien Alger Niamey, Brazzaville, Luanda, etc., on avait tellement de calculs à faire, tellement de trucs à calculer que, en fait, moi, le souvenir que j'en garde, c'est que on tournait toujours sur la même heure. Nourdine, tu le sais toi aussi. On estime à 0,4, on estime le prochain point à 23, 35, et ça tourne. C'est-à-dire qu'on est tout le temps sur la même heure, puisqu'on n'utilise que les minutes. Et moi, je Et me oui. souviens de vols où on a été obligé de calculer tout le long, hein, parce que on était sans arrêt en train de se dévier à cause du mauvais temps, etc. On Calculer a tout fait le des long, hein, calculs, des parce fois, que des trucs de on science. était en... Le micro, Oui. vas-y. Vas-y, j'y vais. Il y a eu un écho là, oui. Sur certains vols, comme on n'arrivait pas à suivre la route normale à cause du mauvais temps, on était tout le temps en train de faire des calculs parce que quand on est sur une route, bon, on est sur une route, manque de peau, il y a un front devant, il y a des orages, il y a des trucs, on dévie. Bon, évidemment, la première des choses, c'est de dire on dévie par la droite de 30 degrés ou 40 degrés ou peu importe ce qu'on dévie. Mais il faut reporter tout ça. Tout de suite, il faut noter à quel moment on a changé de cap, combien de temps on a fait à ce cap, etc., etc., voir la vitesse propre, machin, et après, pour revenir sur le trajet. Hein. Alors que après, quand on a eu les GPS, déjà rien qu'avec les GPS, on pouvait demander au GPS de nous faire une route Déjà, parallèle, de avec nous faire GPS, un... on pouvait demander au Oui, il n'y avait GPS de aucun nous faire problème. une route parallèle, de nous faire... Vous avez un problème, On quelqu'un pouvait vient là. demander au GPS de nous faire... Farid, Farid, change de page et reviens. Change de page. Seulement change de page. Farid, change de page parce que il y a un bug. Change de page, change. Ouais, Farid, change j'essaie de de page faire parce ça, que mais il y a j'y un arrive bug. pas. Là, Change de page, change. Change de page. Tu sors pas carrément, tu changes de page. Tu fais comme si tu allais scroller et tu reviens sur la page. Parce que même le chat, il est jammed. Voilà, bon, allez, après tu reviens. Même le chat est jammed, hein. C'est pas normal.
Il doit y avoir un ghost. Un ghost qui s'est mis là-haut. Ça doit être le rédacteur avant-hier, non? Le live good Diamond. Peut-être, oui, peut-être. Parce que Il s'est connecté. c'est Il est connecté un chez de mes toi. followers maintenant. Hein. Il est un de mes followers. Attends, voilà. Voilà. Le chat est relancé. Il y avait un bug, hein. Il y avait un bug, Qui dit, attends, je je veux veux dire. devenir pilote, j'ai 20 ans, je suis algérien, je ne sais pas où commencer. Alors, j'arrive pas à dire son nom. Y. Youm, Youm Lunai ou un nom comme ça, je sais pas, j'arrive pas. D'accord. Bon, ben, on va lui répondre. Alors, je veux devenir pilote, j'ai 20 ans, je suis algérien, je sais pas par où commencer. Alors, on va vous dire qu'il faut commencer déjà à nous dire quel est votre niveau d'études, qu'est-ce que vous avez fait jusque-là. Ceci étant, vous avez des écoles en Algérie qui peuvent vous former si vous vivez en Algérie. Il y a des écoles qui peuvent vous former. Vous allez sur Internet, vous demandez école de pilotage en Algérie. Ensuite, eh ben, vous rentrez dans vous sélectionnez l'école en voyant un peu quels sont les tarifs qu'ils proposent, quels sont les avions dont ils disposent, qui donnent des cours, etc. Et une fois que vous avez sélectionné votre école, eh ben, vous faites votre formation. Simplement, il faut que vous sachiez que les écoles ne vous garantissent pas le recrutement à la fin. Voilà. Donc, une fois que vous aurez votre licence de pilote et votre diplôme théorique d'ATPL, ben, il faudra trouver du boulot parce que le problème, c'est que quand on a une licence comme ça, pilote professionnel qualifié vol aux instruments et bimoteur, il vous faut encore passer une qualification de type, c'est-à-dire pour les avions de ligne, et ça, il faut le faire dans une compagnie. Donc, trouver une compagnie qui veuille bien vous finir votre formation et vous engager, moyennant, bien sûr, un contrat de fidélité. Voilà. Bon, si vous voulez plus d'informations, vous n'avez qu'à demander à monter et on pourra discuter. Voilà. Alors Yanis, JB Yanis, il a le bac et il est en licence. Il est en train de préparer une licence. Donc, ça ne devrait pas, au niveau études, lui poser de problème. Ça dépend quelle licence. Mais bon, ça ne devrait pas lui poser de problème. Maintenant, quelqu'un lui a proposé ORES. Il n'y a pas qu'ORES Aviation, hein, user. C'est vrai. Pour toi, je te propose l'école des ORES parce que ben, tu dois connaître ORES Aviation. Taguay, oui, c'est probable. Mais il faudrait qu'il se fasse une idée d'abord sur les prix, sur les intervenants, sur les instructeurs, sur le matériel, l'endroit, ça dépend où il est. S'il est sur Alger, il ne va pas aller jusqu'à maintenant. S'il est à, je sais pas où, du côté de Dijon, il ne va pas aller jusqu'à... Pardon. Donc, tu vois, c'est tout ça à prendre en ligne de compte. Et ensuite, voir si le service médical est apte, s'il est apte médicalement, bien sûr, et comme disait JB tout à l'heure, avec des perspectives d'avenir, pouvoir avoir une vision justement à long terme, pour voir s'il y a un débouché, s'il peut être recruté, par quelle compagnie, etc. etc. C'est un long chemin, plein d'embûches, mais facile à faire quand on a la volonté. Hein. Quand on a la volonté, les moyens aussi. Hein, parce que maintenant c'est payant, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Les compagnies en Algérie, si tu es en Algérie, n'ont pas des cadets comme ailleurs, et même les cadets ailleurs, tu sais, quand on dit cadet, ne veut pas dire que c'est gratuit. Hein, il y a une proportion qui est gratuite, le reste c'est payant, etc., etc. Il y a beaucoup de choses. Donc il faut voir, il faut faire une étude comparative dans toutes les écoles. Regarde qu'il y a la STR, la Sky Aviation, il y a ORES, il y a 4 ou 5 écoles, et à toi de faire ton idée. Il y en a qui demandent si on connaît M. Mebarki. Oui, bien sûr. J'ai volé avec Mebarki. Il a été mon copilote à une certaine époque, puis après il est parti. Il est en France maintenant. Voilà. Il n'y a pas de nouvelles de Berigo.
On va voir s'il sera dans le chat. On va voir. Oui, Khalida. Oui, bonsoir messieurs. Je fais de temps en temps des passages Madame. sur votre live et merci. Je voudrais juste savoir combien il y a de femmes pilotes en Algérie. Merci de me répondre. À peu près une centaine. 85, 90. Dans des commandants de bord. Une femme commandant de bord sur 330. Plusieurs commandants de bord sur 37-800. Plusieurs femmes commandant de bord sur ATR. Des copilotes aussi femmes sur ATR, sur 37 et sur Airbus 330. Ah ben c'est parfait. Merci de m'avoir répondu, monsieur Kébir. Il n'y a pas de Bonne problème. continuation. Merci. On aurait bien voulu qu'il y ait parité, mais, mais bon, il faut dire que Belek, ça n'intéresse pas trop. Quoique, en plus, c'est pas pour leur jeter des fleurs, pour les avoir eus, pour une majeure partie de ces femmes-là, comme copilotes et comme élèves, comme stagiaires et tout, elles travaillent très très bien. Je Ouais, dirais j'en doute mieux, pas. elles J'en sont doute même pas. meilleures que leurs homologues, des fois, sur beaucoup de choses. Ben merci et puis bonne continuation à vous tous. Merci Merci, beaucoup. merci pour votre intervention. Merci. Oui, Farid, tu voulais dire quelque chose tout à l'heure, non? Attends, je réponds seulement de mes. Je réponds Je à voulais juste Janina. savoir, bon, Attends, Farid, je réponds juste à Janina qui demande une idée sur le coup. Il faut compter à peu près entre 8 millions et 12 millions de dinars, à peu près. C'est une fourchette, mais ça dépend de l'école, ça dépend de la durée, ça dépend des moyens mis par cette école-là. À peu près, hein, c'est un cours empirique, à peu près. Vas-y, je me posais juste la question, mais c'est peu probable. Mais peut-être que, ma foi, il y a tellement d'exceptions de temps en temps par rapport. Donc, est-ce qu'il y aurait eu un jour un candidat libre? Est-ce que vous acceptez ces candidats libres? Enfin, est-ce que les écoles acceptent les candidats libres? c'est-à-dire candidat libre. Qu'est-ce que tu veux dire par candidat libre? Écoutez, bon, je vais faire le comparatif avec le bac. Je veux dire, bon, ils vont pas à l'école, c'est des autodidactes. Vous voyez ce que je veux dire? Ils font leurs cours de leur côté et puis ils se présentent pour juste passer leur ATPL ou. Non, le processus de la formation, il est clair. Il y a 14 modules dans la TPL, il y a un package à suivre dans une formation, il y a un certain temps à passer en formation, que ce soit intégré ou modulaire, donc le modulaire, il peut le faire déjà, mais quand Dalib, comme ça, il vient, il vous dit, oui, bonjour, j'ai fait mes études sur la maison, oui, je connais beaucoup de choses, je veux faire pilote. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut qu'il rentre dans un moule. Parce que les compagnies aiment bien formater leurs élèves et prendre des gens qui ont fait une formation de bout en bout qui est normalisée par l'autorité. Parce que c'est une réglementation. Tu peux pas me dire, candidat libre, comme en voiture, ça n'a rien à voir. Il va lire son code, mais il va ramener sa voiture, il va passer chez un instructeur pour passer le code et la conduite ensuite. Ça n'a rien à voir avec l'aviation. Vas-y, JB, si tu veux. Et justement, parce que JB réglementairement, JB, oui. demi est un user qui pose la question sur le foulard, se pose pour un problème pour les femmes. Les femmes pilotes en Algérie ne mettent pas de foulard. Maintenant, ailleurs, je pense que dans les autres compagnies du Moyen-Orient, je pense que les femmes mettent des foulards, mais ça pose aucun problème. Ça ne pose aucun problème, c'est un foulard, elles mettent le truc parce que c'est leur droit. Elles peuvent avoir le foulard, c'est pas un problème, mais c'est pas le niqab, c'est-à-dire elles vont pas se voiler la face pour piloter, non, non, il y a quelque chose qui va pas. Mais le foulard en lui-même, il y a des femmes dans le monde entier qui mettent dessus, que ce soit au Moyen-Orient ou ailleurs d'ailleurs, qui veulent porter le foulard, elles le portent, et ça ne pose aucun problème, puisque les oreilles, il y a les headsets, le micro, donc il n'y a pas aucun problème, etc. etc. Vas-y, j'y vais, si tu veux. Excuse-moi. Désolé. Le problème, on ne peut pas faire un candidat libre. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, si je parle déjà de l'Algérie, on donne un relevé pour la formation du gars, on donne un relevé des heures de cours que la personne a suivies. Les feuilles de présence sont jointes au dossier. Quand on présente quelqu'un à l'examen théorique, on doit joindre la preuve que le gars a assisté
à toutes les heures de formation théorique. Parce qu'en Algérie en particulier, il est imposé, il n'y a pas de distance learning. Il n'y a que une formation présentielle. Donc, en Algérie, de toute façon, pour pouvoir présenter les examens théoriques, il faut avoir fait le volume horaire correspondant. À l'étranger, quand on fait les écoles en Europe ou quoi, on fait du distance learning, mais le distance learning est enregistré parce que on le fait pas n'importe comment, on le fait sur un CBT, Computer Based Training, et les heures que l'on passe sur ce CBT sont bien évidemment enregistrées. Et en plus de cela, à la fin, avant de présenter l'examen, tous les candidats, même s'ils ont travaillé en distance learning, sont tenus d'assister à un certain nombre, à un certain volume horaire. Je crois que c'est une dizaine de jours en présentiel où on va repasser, on va réviser, etc. Donc là, cette fois-ci, en présentiel. Donc on ne peut pas faire les choses comme ça. Moi-même, quand j'ai fait mes études, puisque j'avais passé tous mes diplômes théoriques avec l'ENAC sans faire de formation, en étant totalement candidat libre, j'ai dû, à un moment, valider ça par un stage. J'ai été obligé de faire un stage en présentiel, parce que sinon, ça validait pas mes examens. Voilà, parce qu'on peut avoir eu les examens, mais on veut s'assurer que le gars est passé dans tout le cursus. Voilà. Et moi, pour mon cas personnel, il y a 50 ans en arrière, donc c'est pas pareil. Mais la réglementation, de toute façon, maintenant, elle est comme ça. Voilà. Tout est enregistré et il faut avoir fait les volumes horaires, que ce soit en distanciel comme en présentiel. Oui, je sais, User, tu parlais de. Bon, tu as fait allusion à Algérie, non. À ma connaissance, il n'y a pas de femmes avec des foulards, mais si elles veulent le porter, personne ne va leur dire non, puisque dans la charte de l'habillement, il n'est pas dit qu'elles ne peuvent pas mettre le foulard. Bon, vous avez bien vu les hôtesses comment elles sont habillées, ça c'est une charte d'une compagnie aérienne. Et les PNC comme les pilotes sont tenus de respecter la charte de la compagnie. Maintenant, si la compagnie met des items en disant oui, vous pouvez mettre ça, ben les gens vont le mettre et c'est tout. C'est une question de charte et de règlement intérieur de la compagnie, c'est tout. Voilà, User. Mais pour l'instant, on a le foulard sur la tête. D'abord, ça ne dérange personne. Le foulard. La qualité de l'appareil prend combien de temps? Ça dépend. En général, c'est 35 jours. Une QT. Une QT entre le théorique, c'est pratiquement un mois, plus le simulateur, à peu près, ils ont 35-45 jours. Ça dépend de l'avion, de la machine. Ça dépend si le CBT est accéléré, si le gars il le fait en salle, s'il le fait tout seul, etc. etc. Donc chaque machine a sa qualification de type avec son enveloppe d'heure de vol et qui est dispensée par des gens ou par l'ordinateur et ensuite le simulateur. User pose une question, s'il te plaît. Peux-tu m'expliquer la différence entre l'IRS et l'INS et quand on les utilise? Alors, la différence entre l'IRS et l'INS, c'est la stabilisation des gyroscopes. C'est-à-dire que la stabilisation des gyroscopes sur l'INS est moins précise que sur l'IRS. L'IRS est stabilisé par laser. Alors maintenant, quand est-ce qu'on utilise l'IRS ou l'INS? En fait, l'INS ou l'IRS, c'est un gyroscope à 3 degrés de liberté. Donc c'est un gyroscope qui est capable de se mouvoir dans les 3 axes et auxquels sont associés 3 accéléromètres. Donc qui mesurent, on a dans l'espace, on a X, Y et Z, d'accord? X en longitudinal, Y en latéral et Z en vertical. Et nous avons 3 accéléromètres sur chacun, donc un accéléromètre sur chacun des axes, qui mesure les accélérations de l'avion sur chacun de ces axes. Alors, si vous vous rappelez, enfin je sais pas, j'espère que votre niveau en mathématiques vous permet de voir ça, l'intégrale d'une accélération
par rapport au temps, c'est une vitesse, et l'intégrale de la vitesse par rapport au temps, c'est un espace. Donc, en fait, derrière l'IRS, il y a ou l'INS, il y a un calculateur qui va intégrer qui a fait une intégrale de volume, donc de l'accélération, qui va donc en déduire des distances parcourues par l'avion dans les 3 axes, X, Y et Z. Alors, à partir du moment où l'avion, on lui donne d'une manière ou d'une autre la position de départ, où est-ce qu'il est, et d'ailleurs sur chaque parking, sur les aéroports, les grands aéroports, sur chaque parking, et même sur les cartes de l'aéroport et tout, on a la position géographique de chacun des parkings. Donc on règle le GPS, enfin on règle l'INS, on lui dit voilà, tu es à tel endroit. Bon, les IRS maintenant, elles déterminent toutes seules. Elles déterminent toutes seules la position grâce au GPS. Et à partir du moment où on donne les coordonnées géographiques du point de départ, eh bien, puisque le calculateur a les distances parcourues en X, en Y et en Z, il est capable à chaque moment de déterminer la position de l'avion. Voilà comment ça fonctionne. Alors, Oui, Attends, j'essaie de répondre, mais bon, je suis peut-être je me suis peut-être avancé, mais il y a une question qui dit la chose suivante. Peut-on trouver un sponsor en Algérie? Et j'ai répondu, pour la formation en Algérie, j'ai répondu que le sponsor, ce serait la compagnie elle-même. C'est l'intégration, je dirais. Non, lui, je pense qu'il parle pour la formation. Sponsoriser la formation. Sponsoriser la formation s'il trouve quelqu'un sur une âme charitable qui va lui payer une formation, rien ne l'empêche. Ses parents peuvent sponsoriser s'ils ont les moyens. Maintenant, les banques, d'après ce que nous avait dit Michel la dernière fois, il y a une banque en Algérie qui veut lancer ce produit. Bon, mais il n'y a qu'à demander auprès de ces banques-là. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a exactement comme banque, BNA, BEA, Badr, la banque islamique, je ne sais pas quoi, truc et tout. Donc voilà, il n'y a qu'à demander s'ils font ce produit. Pourquoi pas? Mais bon, Je ça parle c'est... de la... oui, qu'est-ce que tu Mais veux dire? Nandine, je parle de la formation. Je parle de la formation, justement. Comme vous avez intégré, vous savez ce que je veux dire, le même parcours que C'est pas la vous. même chose. C'est pas la même chose quand on a intégré. Nous, c'était une formation lancée par Air Algérie. Air Algérie avait fait comme fait en France, ce qu'on appelle les ab initio, une sélection nationale. Il y avait 4500 personnes à peu près sur les 3 centres, Alger, Constantine, Oran, donc Est, Ouest et Sud et Nord. Et donc même ceux du Sud sont montés sur différents centres. Il y a eu une sélection qui a été faite par l'ENAC, sujet qui est venu de l'ENAC par le premier vol, à Alger, Constantine et Oran. Et donc corrigé à l'ENAC, par les inspecteurs de l'ENAC. Ensuite, il y a eu une deuxième sélection, psychotechnique, visite médicale, et ensuite la sélection en vol à Gardaïa par les gens de l'ENAC. Mais ça, c'est le sponsor, c'est pas un sponsor. C'est Air Algérie qui avait décidé de former ses propres pilotes. Comme elle en a fait plusieurs promotions en séquence sur plusieurs années. À un moment donné, elle a arrêté. Vu que l'école qu'il y avait en Algérie, c'était une attaque dans le temps, maintenant, les gens commençaient à se former tout seuls. Ils allaient payer leur formation en Afrique du Sud, en Jordanie, au Canada, en France, à droite à gauche, en Angleterre. Et ensuite, Air Algérie a repris dans les années, je pense, juste avant la Covid, une formation à Oxford. Il y avait 128 pilotes à peu près envoyés après sélection à Oxford qui ont été absorbés en séquence à Air Algérie. Air Algérie, si tu veux, ne sponsorise pas. Air Algérie, ou elle organise une formation de bout en bout, ou elle absorbe des pilotes qui sont formés avec leurs propres moyens. Mais je pense que lui, il parlait de sponsoring, de formation par un organisme. En Europe, moi je me rappelle quand j'étais à l'ENAC en 82, 83, 82 à Montpellier, 83, il y avait des gens avec nous qui avaient pris des sponsors. Il y en a qui ont hypothéqué leur maison. Donc ils faisaient ça, ils hypothéquaient. Il y en a qui avaient des sponsors d'un grand groupe pharmaceutique. Mais à l'issue de ça, donc ils étaient redevables sur beaucoup de choses, sur la publicité. Il y a de ça.
comme les sportifs. Je ne pense pas qu'ils puissent en Algérie trouver des sociétés qui puissent le sponsoriser pour faire les formations. Je suis sceptique. Moi, je peux pas citer de nom parce que c'est des organismes qui existent, etc. Donc, je veux pas faire de publicité à quoi que ce soit. Mais je sais il y a des compagnies aériennes en Algérie, des petites compagnies aériennes, hein, qui ont sponsorisé des pilotes pour leur formation dans une école privée en Algérie. Voilà. Bon, mais je peux citer aucun nom, rien du tout. C'est tout. Ça existe, mais comme disait, en fait, c'est une compagnie qui sponsorise quelqu'un pour que après il travaille dans cette compagnie. Voilà, il sera redevable, bien évidemment, par un contrat de fidélité, etc., etc. Voilà. Ben, regarde l'exemple, Farid, regarde l'exemple de Ryanair, qui est quand même une compagnie low cost, mais qui a beaucoup d'avions, qui a beaucoup de pilotes, et qui est bien implantée et qui a des sémages pratiquement importants. Regarde ce qu'elle a été jusqu'à aller dans une école de formation à Stanfly, en France, pour dire, voilà, on va vous aider, vous accompagner pour beaucoup de choses, donc financièrement sûrement, matériellement et tout. Mais à l'issue de ça, vos pilotes qui sortent d'ici, on les prend. Donc, c'est une sorte de sponsorisme, mais c'est une compagnie. Ça leur coûte pas cher, hein. Déjà, regarde l'intelligence, c'est que c'est une compagnie low cost qui fait encore du sponsoring pour avoir des pilotes au niveau d'une école, et ça leur coûte pas cher, hein, parce que cette école, elle a des subventions aussi, elle a ses rentrées, elle a beaucoup de choses. Donc voilà comment ça se passe. Farid, Je vais Ben, on est répondre. d'accord. Ouais. est-ce que tu as... Je voulais répondre à User, là. Il dit, s'il te plaît, bon, s'il vous plaît, messieurs, est-ce qu'on peut voler avec un centrage avant et si on a une rafale, on peut reculer à l'arrière? Non. Alors, si on a un centrage avant, je l'ai expliqué dans ma vidéo sur la stabilité, plus le centrage est avant, plus l'avion est stable. Donc, si on a une rafale, eh bien, l'avion aura tendance, tout naturellement, il aura une grande stabilité, donc il aura tendance à revenir à sa position initiale, même après une rafale. Au contraire, il est beaucoup plus stable. Le seul inconvénient à avoir un centrage avant, pas trop avant, parce que si c'est trop avant, on a un problème. L'avion est très stable, mais il n'est pas manœuvrable. Le seul problème que l'on a quand on a un centrage avant, comme je l'avais démontré dans cette vidéo, c'est que l'on consomme plus de carburant. Avec le même poids avion, on consomme plus de carburant, parce que comme on a le nez qui est lourd, je symbolise, on a le nez qui est lourd, il faut que sur le plan fixe horizontal à l'arrière de l'avion, on exerce une force vers le bas, et cette force vers le bas, bien évidemment, elle joue le rôle en quelque sorte de poids, d'une augmentation du poids. Donc, ce qui veut dire une augmentation de la portance, ce qui veut donc dire une augmentation de la traînée, ce qui veut donc dire une augmentation de la consommation. Voilà. Le centrage avant augmente la consommation de carburant. Voilà. Pourquoi l'accélération de l'avion se fait initialement à 1500 pieds, étant modifier l'altitude? Toutes les altitudes sont modifiées, c'est en fonction de l'aéroport. 1500 pieds sol, c'est sol. C'est là on considère que pratiquement on est pratiquement dans le deuxième segment et que on va commencer à faire rentrer les volets pour passer en lice. Mais en fonction du terrain, tu vas faire tes calculs, tu vas trouver que c'est en fonction du terrain. Tu veux rajouter quelque chose, JB, ou pas? En fait, les 1500 pieds pour l'accélération, c'est essentiellement pour la noise abatement procedure, hein. C'est la procédure d'abattement de bruit, parce que en décollage sans abattement de bruit, on n'accélère pas à 1500 pieds, on accélère à partir de 400 pieds minimum, éventuellement un peu plus, mais ça c'est pour un décollage normal, hein, sans noise abatement, hein. Mais avec noise abatement, c'est 1500 pieds, ça fait partie des deux méthodes de noise abatement. Ada qui dit que le meilleur CG avant est de 19%. De 19% de... Non,
Alors, user ID, alors lorsqu'on elle est stable, alors pourquoi on vole toujours avec un centrage un peu arrière? Mais c'est ce que je viens d'expliquer. On vole avec un centrage un peu arrière pour diminuer la charge sur le plan fixe horizontal et donc diminuer le poids apparent de l'avion, diminuer la traînée en diminuant la portance et donc en améliorant le rendement carburant. Donc on consomme moins quand on a un centrage arrière que quand on a un centrage avant. Voilà pourquoi on vole toujours avec un centrage légèrement arrière. Et quand Nourdine pourra vous le confirmer, sur le 330, il y a le trim tank qui opère. Le carburant est envoyé à l'arrière dans la queue de l'appareil, justement, pour faire Voilà. reculer le centrage quand on est en croisière. Voilà. Il travaille comme un sous-marin. C'est un système de ballast. D'envoyer du fuel, de le remettre à l'arrière. Et essayer de trouver son meilleur CG pendant tout le vol. Vous avez déjà vécu un Le peu ça. meilleur CG est toujours un CG vers l'arrière. Mais encore une fois, c'est un compromis, parce que si le CG est trop arrière, à ce moment-là, l'avion devient éventuellement instable ou très peu stable. Et donc ça, on ne voudrait pas ça. Donc il y a un minimum de stabilité que l'on veut, et c'est pourquoi on a une limite arrière du centrage pour avoir une stabilité minimale de l'avion. Je vais poser une question par rapport au Manex. Oui. Par rapport au Manex. Donc, un exemple, par exemple, pour régler un problème par pression temporelle, pas le temps de consulter les bouquins, je suppose que si vous solutionnez le problème, vous êtes considéré comme des héros, et puis bon, ben, ma foi, si c'est pas solutionné, vous êtes mort, quoi. Vous êtes mort et les absents ont toujours tort. Mais la prise d'initiative hors Manex, c'était le temps. Mais, bien sûr. Oui, bien sûr. On a déjà parlé de ça avant. Vas-y, JB. Encore une fois, les procédures, toutes les procédures, que ce soit les procédures par le constructeur, que ce soit les SOP, que ce soit les procédures qui sont stipulées dans le MANEX, dans tout ça, bien sûr, l'équipage doit les appliquer, mais comme toujours, et on peut y déroger, on peut faire autre chose si on estime que c'est ça qu'il faut faire, c'est la liberté justement, et c'est pourquoi on met des pilotes dans un avion, pour éventuellement s'adapter. Moi, je me souviens d'avoir lu une phrase qui était très intéressante, qui symbolisait bien, qui disait le pilote est la gomme élastique qui permet l'adaptation de la machine à l'environnement. C'est-à-dire que quand on rencontre un problème, au départ, on a pensé, on a dit, le constructeur, la compagnie, tout ça a dit, voilà, quand tu as tel problème, tu fais comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Très bien. Sauf que il est toujours possible qu'à l'instant T, quand on a ce type de problème, il est possible que l'environnement soit pas exactement celui qui était envisagé lors de la rédaction de la procédure et que l'équipage décide, pour des raisons bien évidentes à l'instant T, de déroger à tout ou partie de la procédure. C'est le cas de l'Hudson River. Je veux dire, le cas de Sully, il n'y a aucune procédure qui vous dit, en cas de panne des deux moteurs, allez atterrir dans la rivière qui est dans le coin. D'accord. Sauf qu'à l'instant T, la seule solution qu'ils avaient, c'était celle-là. On a le droit on est supposé être capable de penser en dehors de la boîte. Alors par contre, après, il faut justifier. Il faut justifier du fait d'avoir pensé en dehors de la boîte et d'avoir agi en dehors de la boîte. Ça, c'est autre chose. Mais là, après, ça fait partie du professionnalisme d'un individu et de ses compétences, enfin d'un individu ou de l'équipage. D'ailleurs, c'est pour ça que dans le cas de Sully, ils lui ont fait plusieurs propositions d'aller sur tel terrain, juste à droite, à gauche, et que lui, dans sa logique, il avait trouvé la solution la plus adéquate pour lui, c'était ça, ben il a fait ça, c'est tout. Et il s'en est très très bien sorti d'ailleurs. Pourquoi les premières 3 minutes de décollage sont dangereuses? Pour la simple raison que c'est une phase très importante de décollage, puisque c'est une phase, on appelle ça une phase critique. Pourquoi? C'est pas critique, ça, c'est pas, quand on dit dangereuse, c'est pas pour faire peur aux gens. Mais à ce moment-là, l'avion est au sol, il a une grande vitesse,
il va s'élever de ce sol, et c'est là où, s'il arrive quoi que ce soit, c'est là où que la tension est la plus forte pour essayer de pallier à toutes les éventualités, en cas de problème moteur, en cas de truc, en cas de panne de moteur, en cas de panne hydraulique, en cas de feu. Et c'est pour ça qu'on dit, et d'ailleurs les PSC, je ne sais pas si vous les voyez au décollage, ils sont assis et ils sont censés, je dis bien censés, réviser une procédure d'évacuation dans le cas où le commandant fait l'eject take-off et qui se termine par une évacuation des passagers. Donc pendant cette phase, les PNC sont en train de réviser les procédures. C'est inné, c'est comme ça part comme ça. Pour que ça devienne un petit peu un geste automatique dans le cas où il y a cet arrêt d'urgence, où il y a cette évacuation éventuelle, bien sûr. De toute façon, quand D'ailleurs, on est en j'ai l'impression altitude... que Oui, allez-y, allez-y. j'ai l'impression Farid. que toutes d'ailleurs j'ai l'impression que toutes les phases où le pilote est donc enfin, c'est-à-dire qu'il n'est pas en PA, je veux dire, pas en pilote automatique, ce sont toutes des phases critiques. L'atterrissage, le décollage, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est Fondamentalement, le décollage et l'atterrissage, ce sont des phases dans lesquelles on n'a pas beaucoup d'altitude. Donc, pour rattraper un décrochage, un truc, on n'a pas la marge qui est nécessaire. En plus de ça, on est à basse vitesse, donc aux grands angles d'incidence, donc pas loin du décrochage. Donc, effectivement, comme le disait Nourdine, c'est le moment où il faut être le plus attentif parce qu'on a très peu de marge de manœuvre. Très, très peu de marge de manœuvre. Voilà, c'est tout. Quand vous pensez, par exemple, que la V2, elle est jamais que 10 ou 15%, je ne me rappelle plus de la valeur exacte, mais par rapport à la vitesse de décrochage. Donc on a une marge de seulement 15%. Hein. Donc il ne s'agit pas de laisser la vitesse chuter, par exemple, d'accord? Et tout à l'avenant, d'accord? Donc c'est pour ça que ce sont des phases. Et comme on n'a pas d'altitude, on n'a pas beaucoup d'altitude, tout problème qui impliquerait de descendre pour récupérer de la vitesse et donc singulièrement un décrochage, eh ben on n'a pas la place de le faire. Voilà. Ok, on va laisser AA, Alpha 2 fois parler là. Bonjour, c'est de nouveau moi. J'ai deux petites questions. La première, c'est quelle est la durée la plus longue d'un vol? Ça dépend quel vol en lui-même. Pour Air Algérie, le plus long vol, c'est Alger-Pékin. Donc c'est à peu près 11h50 à l'aller et 12h40 aller au retour. Et dans ces cas-là, vous êtes, je veux dire par là, que l'avion a seulement le pilote et le copilote. Il n'y a pas de Oui, deux bah, pilotes. quand ça dépasse 9h30 de vol, il y a ce qu'on appelle un augmented crew. Un commandant en plus de ces longs vols Mhm. a des heures de repos. Il y a 4 heures à peu près, on se repose, on se relève. Bon, maintenant, je suis plus, j'ai dit on se repose, mais on se repose quand on travaille. Oui, bien sûr. Donc, il y a des vols qui font 17 heures de vol, 22 heures de vol. C'est énorme. Non, mais voilà, il y a l'augmented crew, il y a deux équipes. La réglementation oblige d'avoir 2 équipages, par exemple. Il y a ce qu'on D'accord. appelle le reste. Il y a juste derrière le cockpit, les chambres de repos. Pour le PNC, des au milieu de la cabine en bas. Ça dépend de la configuration de l'avion, ça dépend de la compagnie. L'avion, là. Mhm. Donc voilà, c'est une réglementation. Il faut quitter sa place de travail et faire autre chose, c'est-à-dire lire un bouquin, regarder un film ou s'allonger en position 180, au moins 4 heures. D'accord. De 12 heures à peu près. Mhm. Oui, Et dans les... On a des collègues, des collègues qui travaillent par exemple à Qatar Airways qui sont sur Boeing 777 ou sur 787 ou quoi. Ils ont des vols de 18 heures. Là, il faut carrément 2 équipages. Il y a un équipage qui Voilà, fait voilà. la moitié du vol au décollage. Il fait le décollage jusqu'à la moitié du vol. Et l'autre équipage qui fait la moitié du vol à l'atterrissage. Voilà comment ça se passe. Mhm. Il y a la deuxième question. Dans les avions, les gros transporteurs, il y a seulement le pilote et le copilote et le technicien. Il y a une troisième personne, non? Non, Non. depuis 727, ça a été enlevé le 47 aussi 200. D'accord.
Ils ont réduit ça avec un panneau, un master caution dans les avions Boeing et dans les ICAM. Et on va aller dans 350 ans à 100 pilotes, à 0 pilote. Donc voilà, dans 350 ans, on a zéro. Non, Les caravelles ne volent plus du tout. non, classe maintenant les Caravelle caravelles. en vol. Non. C'est fini. Dans la caravelle, justement, on était trois. Il y avait le commandant, copilote, mécanicien navigant. Boeing 727, on avait ça, le Boeing 747, l'Hercule, le DC-8, le DC-10, tous ces avions-là, on était à trois. Et donc, en fait, avec l'automatisation des systèmes, il s'est avéré que le mécanicien navigant n'était plus nécessaire. C'est-à-dire que, en fait, l'avion arrive à s'autogérer. Je vais vous donner un exemple très simple. Sur chaque moteur, on a un alternateur, donc il produit de l'électricité. Sur les avions où on était à 3, si on perdait un alternateur, s'il y avait un alternateur qui se déconnectait ou qui tombait en panne, c'était le mécanicien navigant qui devait rééquilibrer les charges sur les alternateurs qui restent. Il fallait qu'il coupe éventuellement certaines servitudes pour ne pas surcharger les alternateurs qui restent, etc., etc. Il y avait tout un travail de remise à niveau du système électrique pour que les alternateurs qui restent ne risquent pas de sauter par surcharge, etc. Très bien. Ça, c'était sur les anciens où on était à 3. Maintenant, sur les avions où il n'y a plus de mécanicien navigant, en cas de panne d'un alternateur, eh ben le circuit est conçu pour que tout ça se fasse en automatique. C'est-à-dire que le ou les alternateurs qui restent pour alimenter l'avion en électricité, eh ben, il n'y a aucun problème, ils ne sont pas en surcharge, il n'y a aucun problème, ils peuvent tenir. Et s'il faut couper certaines servitudes, eh ben, ces servitudes seront coupées automatiquement par le circuit. Voilà un peu pour vous imager un peu le système. Voilà. Très bien. Et quand vous Eh étiez. bien, merci beaucoup. Je suis très curieuse à chaque fois. Je me pose un tas de questions. Vous n'avez jamais été pour Tesla. Pardon? Vous n'avez jamais travaillé dans l'aérien. Non, non, du tout. Mais j'ai toujours été curieuse. Voilà. La curiosité. Oui. La curiosité est un bon défaut dans ces trucs-là. Voilà, ben, je vous remercie. Merci pour la participation. Et bonne fin de live. C'est vraiment toujours un plaisir. Merci. Oui, pour les gros trucs, ouais, les gros porteurs, navigation se fait par FMJEC. Bon, on a raté peut-être des questions. Tu as pas vu des questions défiler Si, justement, il y a une question aussi de Joy, de Full Joy, Full Enjoy. Est-ce que vous pensez que c'est encore tôt pour entamer une formation à l'âge de 30 ans, Non, après un master? il n'est jamais trop tard. C'est bon. Hein. Moi, je lui ai répondu, je lui ai dit que c'était bon, il peut commencer. Est-ce que c'est possible que les appareils de communication tombent en panne? Tout peut tomber en panne. C'est une structure, encore une fois, travaillante, c'est de l'électricité, c'est des ondes, c'est ceci, c'est cela. Mais, à tout dote, l'antidote. Il y a un problème. En fait, il n'y a pas un problème, il y a une solution. À chaque solution, il y a son problème. C'est-à-dire quoi? C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Il n'y a aucun problème en réalité, puisqu'il y a toujours une solution. Et quand il n'y a pas de solution, eh ben le gars, il va en trouver une parce que ça y va de sa vie, que ce soit de l'équipage ou là. Donc voilà. Oui, ça peut. Il y a une autre question aussi de user 52, 59, etc., etc. ATR 72, Glass Cockpit, avec 2 points d'interrogation. Le 600. C'est le 600, ça. C'est le 600 qui est fixé, il a des grands écrans. Glass Cockpit. Oui, bon, c'est parce qu'ils ont vu que la TR 500, si tu veux, c'est des cadrans, mais c'est des manomètres et tout. Mais le 600, si tu veux, tout est intégré. C'est d'ailleurs comme la philosophie Airbus, hein, c'est pratiquement pareil. C'est sur grand écran, il y a 3 écrans, les systèmes sont appelés sur l'écran, le système hydraulique, le moteur, tout ça. Donc, si tu veux, maintenant, on fait plus d'avions conventionnels, il n'y a que des glass cockpits.
ce qu'on appelle les glass cockpits, c'est des avions efficés, dotés de la dernière génération, des écrans partout, et plus encore, parce que maintenant tous les roulages peuvent se faire d'une façon automatique. Et il y a beaucoup de choses. Et plus on avance, plus il y a de l'innovation. Donc, regardez ce qui se passe dans la médecine. D'ailleurs, je pense qu'il y a des médecins qui sont là. Les gens arrivent à opérer d'un pays, alors que le patient est dans un autre pays, à travers les ordinateurs, avec les espèces de robots. Donc voilà, tout peut se faire. Mais pour l'aviation, encore une fois, pour rassurer le truc, les gens ne sont pas encore prêts mentalement à monter dans des avions sans pilote. Mentalement. Ça va venir un jour. Ça va venir. Comme ils sont montés dans les trams, comme ils sont montés dans les taxis, comme ils vont monter dans les taxis, drones, ça va venir doucement, doucement, ça va venir. Sinon, il y avait une autre question, je pense que c'est pour destiné au capitaine Vialin, A apostrophe. A apostrophe qui pose la question, genre des calculs de gravité molécule, d'air, etc. 3 points. Je sais pas si elle est claire. J'ai vu cette question, mais je vois pas du tout de quoi il veut parler. Non, là, je peux pas répondre. Il peut communiquer avec les tours. Dans le cas au problème, il y a toute une procédure, encore une fois. Il y a la SATCOM, il y a la CARS, comme s'ils envoyaient un message. La CARS, c'est un téléphone, pas de SMS. La CARS. Et il y a le relais, il y a le boom, il va essayer tous les moyens. Maintenant, s'il ne peut pas, il a un code à mettre, et ce code-là va faire savoir à tous les contrôleurs de sa route que ce problème a un problème de communication. Et vu qu'il a eu des instructions déjà en fonction d'un plan de vol établi, il va respecter son plan de vol, c'est-à-dire tenir le dernier niveau assigné, arriver jusqu'à destination ou alternate s'il décide de faire un alternate, parce qu'ils vont le savoir sur l'écran, puisqu'ils vont voir son spot, et appliquer procédure pour se poser conformément à la procédure pan radio. Bon. Avant, c'était des signaux, c'était la tour qui envoyait des signaux verts, rouges, pour dire voilà, c'est bon. Maintenant, ça y est, technologiquement parlant, tout est pratiquement bouclé. Des fois, c'est un bug. Des fois, c'est un bug de l'avion lui-même. Des fois, par exemple, l'humidité fait que des fois, il y a 50 000 manières de voir un problème comme ça. Heureusement que c'est très rare parce que ça fait beaucoup de stress pour les contrôleurs quand il y a une panne radio comme ça. Parce que ça sous-entend qu'ils vont faire éloigner tous les trafics à droite et à gauche, devant et derrière lui, essayer de le suivre de bout en bout. Bon. Mais bon, tant qu'il y a des procédures, les procédures sont appliquées, il ne se passe absolument rien. C'est pas un cas où, par exemple, c'est pas un cas où ça provoque un crash ou non. Alors, user 5259, il dit, Monsieur SVP, peux-tu me donner des conseils par rapport à votre expérience? Je suis élève pilote. Bon. Comme ça, je ne sais pas sur quel sujet vous voulez qu'on vous donne des conseils. Moi, ce que je voudrais comme conseil, c'est de beaucoup travailler, de faire en sorte de bien comprendre ce que vous êtes en train d'apprendre, et surtout d'être capable de bien travailler justement pour être capable après de répondre à des questions. On vous demandera non pas de dire il y a ça marche comme ça, mais au contraire de dire pourquoi ça marche comme ça, pourquoi on utilise ça plutôt qu'autre chose, et pourquoi on fait ça à tel moment, etc. C'est-à-dire que ce qui est très important dans les études que vous êtes en train de faire, c'est de comprendre le pourquoi de chaque chose et de vraiment aller au fond des choses pour bien comprendre comment ça se passe et tous les tenants et aboutissants des concepts qu'on vous enseigne. Parce que c'est là-dessus qu'on vous posera des questions après quand vous voudrez rentrer dans une compagnie aérienne. Et c'est ça qui vous permettra d'être un bon pilote après, de comprendre les choses, de comprendre l'avion, pas seulement d'avoir appris par cœur quelque chose. Surtout, n'apprenez rien par cœur. Kader, oui, pour la division de l'espace aérien.
On aimerait bien avoir un contrôleur aérien qui nous en parle parce que au tout début du live, il y avait Bilal qui nous avait expliqué qu'il y avait une partie qui allait être faite au niveau de... Bon, ça c'est pour les CCR, la division des CCR au niveau d'Alger. Est, ouest, nord, sud. Maintenant, la FIR est une frontière. Une FIR, c'est une frontière. Tous les pays, par exemple, tu prends l'Algérie, la FIR تاعها nord, c'est entre l'Algérie et l'Espagne. L'Algérie et, par exemple, la Tunisie, l'Algérie et le Maroc, l'Algérie et ensuite la FIRTAHA qui va déterminer la frontière aérienne entre le Mali, enfin l'Algérie, le Mali, l'Algérie, le Niger, etc. Donc oui, la FIR, oui, tous les pays ont une seule FIR en fait, la FIR du pays. Maintenant, ils ont plusieurs espaces de contrôle. L'Algérie a un CCR Alger qui contrôle pratiquement Est, Ouest, Nord, Sud. Pour l'instant, je pense ils sont sur un projet pour du Grand Sud qui doit voir le jour, mais je ne sais pas quoi, franchement. Pour répondre à qui dit est-ce qu'un pilote de ligne peut piloter un avion de guerre, si vous parlez des avions de chasse, non, c'est une formation. C'est pas parce qu'on ne serait pas capable de le piloter, c'est parce qu'il faut avoir aussi la qualification pour cet avion-là. Quand on passe d'un avion à l'autre, on doit apprendre comment fonctionne cet avion. On est pilote, par exemple, sur Boeing 737, par exemple. Eh bien, pour passer sur Boeing 777, il nous faut une qualif. Il nous faut refaire une formation. Et si on devait piloter un avion de chasse, il nous faudrait également une formation. Maintenant, il y a une grande différence entre les avions de chasse et les avions de ligne. C'est qu'au niveau pilotage, les avions de chasse sont des avions beaucoup plus pointus, je vais dire beaucoup plus difficiles à piloter parce que ce sont des avions qui sont quasiment instables, parce que sinon ils ne seraient pas assez manœuvrants. Et donc, c'est des avions qui sont très particuliers à piloter. Voilà. Et puis qui vont très vite. Si on nous mettait dans un avion supersonique, on ne saurait pas trop quoi faire parce qu'on n'a jamais passé le mur du son, on n'a jamais fait ça. Donc, mais ça serait une autre formation. Maintenant, si c'était pour piloter un avion de transport militaire, il n'y a aucun problème. Il faudrait encore une fois avoir la qualif, mais enfin, ça ferait pas un gros changement. Voilà. Mais pour les avions de chasse, ça ferait un gros changement. User, tu es élève pilote. Pourquoi tu veux connaître les mauvaises expériences? Bon, c'est pas une mauvaise expérience. Pourquoi tu veux connaître que les mauvaises choses qu'on a eues dans le truc? Au contraire, il faut que tu apprennes que les bonnes choses qu'on a eues. C'est un métier extraordinaire, des hauts et des bas. Tu peux avoir des problèmes que tu dois résoudre et que normalement, tu es censé être formé pour les résoudre. Maintenant, ça peut passer, ça peut casser, mais bon, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Fais ta formation, tu es élève pilote, va de l'avant, et tu verras que ça se passera très très bien. C'est vrai, parce que dans l'inconscient collectif, l'avion, c'est dangereux. C'est ça pour eux. Oui, mais c'est pas dangereux du tout. Alors, User, je vais lui dire un truc qui va le choquer. Je vais lui dire un truc qui va le choquer, mais pour le choquer dans le bon sens. Moi, dans ma carrière, j'ai eu, entre autres pannes, j'ai eu 5 pannes de moteur. Pas en même temps, à chaque fois un moteur, d'accord. 5 pannes de moteur. Et je dis, j'ai eu la chance, bonsoir, j'ai eu la chance d'avoir 5 pannes de moteur dans ma carrière. Parce que, JB, oui. Mets ton micro sur mute, s'il te plaît, le nono. Oui. Merci. Vas-y, JB. Oui, je dis, j'ai eu la chance d'avoir 5 pannes de moteur dans ma carrière. Pourquoi j'ai eu la chance? Parce que ça m'a permis de me confronter à une panne réelle, que j'avais travaillé au simulateur, etc. Et ça m'a permis de voir comment je réagissais, ça m'a permis de bien réagir. Et à chaque panne de moteur, j'étais de plus en plus à l'aise pour la régler, et donc avec d'autant plus de sécurité par rapport à ce problème. Donc, s'il n'y a pas de mauvaise expérience, il y a des expériences professionnelles dont on tire un enseignement très important. Voilà. Vas-y, Nono, quelque chose. Non, bizarre en russe. Ben, ça m'a fait vraiment plaisir, Nouraddin, d'être avec vous dans votre guest.
Ça fait un bon moment que je suis tes lives et vraiment, c'est extraordinaire. Tu as quelque chose à dire? Merci pour le truc, mais est-ce que sur la question Ben, unique, comme je vois toujours que tes lives et tout, je suis dans le domaine, je suis pilote de chasse dans l'armée algérienne. Et voilà, je suis passé par Eshbel El Oumma. Et voilà, je suis un jeune pilote dans Air Force algérienne. Voilà. ben c'est bien. C'est sur quelle machine? Sous 30. Sur Roy 30. Je peux. Oui, le sous 30. Eh ben, très bien, c'est bien ça. Merci Bravo. à vous. Merci. Merci, mon frère. On a besoin de nos chasseurs. Merci. Tout le plaisir est pour moi. Ben, ومنكم نتعلم. Vraiment, quand je vois votre live, c'est magnifique. Masha'Allah. ومعكم نتهنى. Ouais, ça c'est ça. On se sacrifie pour notre pays, on peut dire. C'est ce qu'il faut. Ben, bien sûr, on en a qu'un Ah seul. ouais, il le faut. Si c'est pas nous qui le fait, qui va le faire? Exactement. Eh ben, bon courage. Merci. Ben, merci pour le Allah guest, yatikum Nordine. Ça m'a saha. fait vraiment plaisir. Bon courage à vous et je suis en bas. Merci, je te suis. Merci. Merci, mon frère. Allah yatik saha. Allah yatik saha. الله يعطيك ما تتمنى فريد. Merci beaucoup. صح. Eh ben, c'est bien ça. Nos jeunes qui sont sur eux, c'est super. Mais tu vois qu'il y a de la relève. Il y a de la relève. C'est ça, place aux jeunes. C'est ça ce qu'on appelle place aux jeunes. L'UNIS 20, tu peux rester en première classe, c'est gratuit. Ben, on a été commandant, donc même à la retraite, en GP, on voyage en première classe, oui. C'est comme ça, c'est dans la charte de la compagnie. Oui. Je parlais du pilote de... Sifax qui pose la question, comment le DME permet-il de mesurer la distance qui sépare un avion d'une balise? Eh bien, tout simplement, il y a à bord de l'avion un émetteur-récepteur. Cet émetteur-récepteur spécifique au DME envoie une interrogation vers la station DME. La station DME reçoit cette interrogation et la renvoie une réponse. Et cette réponse est reçue à bord et le calculateur du DME calcule le temps qui s'est déroulé entre l'interrogation et le retour de la réponse du DME. Et connaissant la vitesse de propagation des ondes qui est de 300 000 km par seconde, la vitesse de la lumière, ben il en déduit la distance, tout simplement. Voilà comment ça marche. Je dis ça tout simplement, électroniquement parlant, c'est une autre paire de manches. Hein. Mais voilà comment ça fonctionne. Voilà. Sivag, 23 460. Est-ce que vous avez fait votre service militaire dans l'armée de l'air? Oui, à Tafraoui. En 86. Elle est pas mal la question aussi. Voler de nuit et voler de jour, que choisissez-vous de ces formats DZ pour le pilote et pour les passagers? J'ai l'impression qu'on vole toujours de nuit, hein, parce que même quand vous volez de jour, je veux dire, vous ne regardez pas à travers le pare-brise, quelque part, hein, à travers le... Ben, c'est pas une question de choix. Si le vol est de nuit, ben, on fait le vol de nuit. Si le vol est de jour, on fait le vol de jour. On n'a pas à choisir. Non, mais vos préférences, vos préférences. Il n'y a pas de préférence, c'est un roster. Tu as un roster, ce qu'on appelle un roster, un programme qui sort le 26 du mois, pour valable jusqu'au 30 du mois d'après ou 31, ça dépend du mois. Et donc tu as des jours de repos, des jours d'astreinte, d'alerte et des vols. Donc maintenant, si un vol ne t'arrange pas pour X raisons personnelles, tu n'as qu'à faire une demande pour l'enlever. Mais il n'y a pas de préférence, sinon si tout le monde préfère de voler de nuit, Ou moi, peut-être personnellement, ça ne me dérangeait pas de voler de nuit comme de jour. Donc, peut-être que je me suis trompé aussi, hein. Peut-être que la question était plus orientée sur le fait qu'est-ce qui est plus facile pour le pilote? Est-ce que ce sont des vols de nuit ou les vols de jour? c'est exactement pareil. Tu sais, quand tu fais un vol de nuit, surtout quand c'est un long vol, quand on faisait des vols, par exemple, à l'Amra et tout, sur le Jeddah et tout, donc on décollait généralement vers minuit, et donc tu as 5h30 de vol, 6h.
eh ben, il faut faire une sieste, une bonne sieste. Et c'est tout. Et après, tu fais ce vol parce que tu es déjà préparé pour faire ce vol. Et tu sais que tu as un vol de nuit. Donc tu dois être apte à le faire, pas fatigué, c'est normal parce que l'être humain, tu sais, il ne peut pas aller à l'encontre de combattre le sommeil s'il a sommeil, mais s'il a fait une très bonne sieste, s'il est à l'aise et tout, il n'y a aucun problème. Le café aussi. Au, au niveau, au niveau technique, c'est rigoureusement la même chose, hein. Au niveau Exactement. technique, un vol de jour ou un vol de nuit, c'est pareil, puisque de toute façon, comme tu l'as dit, on ne regarde pas dehors. Alors donc, c'est juste pour regarder le paysage de temps en temps, si on n'a pas une couche de nuages au-dessus, en dessous, hein. Mais sinon, ça change strictement rien. Et puis bon, il y a la fatigue, effectivement, quand, comme disait Nourdine, si on se prépare bien pour un vol de nuit, ben, on est inversé au niveau du rythme circadien et tout ça. On arrive à s'inverser et puis on est très bien en vol de nuit, hein. Personne, pourquoi? Tu veux dire, on éteint les lumières à l'intérieur de l'approche d'un atterrissage. C'est pour que le passager ait l'accoutumance avec la pénombre, le noir, si tu veux, dans le cas où il y a une évacuation et tout, pour qu'il ne soit pas ébloui par une lumière, s'il y a quelque chose pour qu'il puisse sortir par les cheminements et tout. Donc, c'est une mesure de sécurité pour le passager. Ce n'est pas pour interdire quoi que ce soit. C'est des mesures de sécurité pour qu'il y ait une accommodation, parce que la rétine, elle travaille comme étant elle travaille avec les faisceaux lumineux et tout. Donc voilà, c'est pour accommoder l'être humain à être dans l'ambiance. Et tu imagines, toi, chez toi, tu fais l'expérience, si tu es dans un espace où il y a de la lumière, et quand il fait nuit, par exemple, si tu éteins à un moment donné, tu vas commencer à voir, même si c'est dans le noir, tu vas voir des trucs. Donc ton œil s'accommode. L'œil est un appareil extraordinaire, il s'accommode avec n'importe quoi, avec toute l'ambiance. Voilà, simplement. En cas de panne des systèmes, comment avez-vous gérez-vous la situation pour reprendre le contrôle manuel? Ben, l'ONIS 20, en cas de problème des systèmes, encore une fois pour me répéter, ça dépend des avions. Il y a des avions qui te parlent, qui sont des checklists devant toi. Il y a des avions où il y a des checklists écrites. Et il faut travailler chaque situation qui arrive conformément à une procédure à appliquer. Et le contrôle, même quand des fois il y a des problèmes où le contrôle n'est pas manuel, hein, tu restes sous autopilot, hein. Mais bon, il y a des situations où l'autopilote saute de part du fait que le système que l'autopilote dépend de ce système. Donc l'autopilote doit sauter, donc on passera au manuel. Mais c'est pour ça qu'il y a deux. Il y a un pilot flying, fly, navigate, communicate, pendant que l'autre, monitoring, va faire la checklist. Et c'est comme ça, c'est un travail à deux. Et le contrôle est repris sans problème. Je crois que ma question était un peu pertinente. D'accord. Tous les pilotes, selon la machine sur laquelle ils volent, ils sont entraînés au simulateur à voler en situation dégradée, en règle générale, à voler en situation dégradée. On s'entraîne au simulateur. Quand on a des systèmes automatisés très sophistiqués, ben, on met en panne ces systèmes de manière à ce que les pilotes s'entraînent à fonctionner sans les systèmes automatiques. On peut également faire ce qu'on appelle du panneau partiel, c'est-à-dire des instruments qui sont en panne, il va falloir fonctionner avec des instruments de secours, etc., etc. Tout ça, ça fait partie. De toute façon, toutes les situations possibles et imaginables sont prévues dans les procédures et les pilotes sont entraînés à l'utilisation de ces nouvelles procédures. Voilà. User, combien de jours? Déjà, tu t'intéresses aux jours de repos. Il y a ce qu'on appelle le repos légal hebdomadaire, à peu près 6 jours par mois. Ensuite, tu as les postes courriers. Quand tu fais un long courrier, par exemple, tu as 2 jours de repos, parce que c'est pour la récupération et tout, etc. Donc, ça dépend. Sur le mois, sur à peu près 80 heures ou 90 heures programmées, le gars peut avoir 8-10 jours de repos sur le mois. Bonsoir, Captain. Quels sont les outils de navigation en cas de perte totale des systèmes de navigation? Eh ben,
Quand on perd tout, il nous reste encore des VOR, des ADF, et on navigue à l'ancienne, comme je le montre dans ma dernière vidéo. On navigue à l'ancienne, on se repère par rapport à des balises au sol, et on fait des calculs. Voilà, c'est tout. Mais au pire, on a encore, quand on a tout perdu, on a encore un compas magnétique qui, lui, n'a besoin d'aucune énergie pour fonctionner. Et puis voilà, hein, on fonctionne avec ça. On fonctionne avec le strict minimum. Mais c'est pour ça qu'on fait des cours de navigation, justement pour être capable de naviguer quand tout va mal, quand tout Et un, tourne en panne. Voilà. et un stylo, et un stylo. Younis, même en cas Computer de mécanique, un stylo et la règle. la grave. Younis, même pour le 330, c'est pareil. En cas de panne des systèmes, quel Je que soit le rajouterais système. pour Adèle, je rajouterais que il n'y a pas si longtemps, et aussi bien Nourdine que moi, nous avons volé sur des avions où on n'avait aucun système de navigation sophistiqué, on avait que des VOR et des ADF, et ben on a traversé l'Afrique, l'Europe, le Moyen-Orient, etc. Avec ça, on a navigué avec les moyens restreints qui n'ont rien à voir. On a vu, nous, l'arrivée des GPS à bord, on a vu l'arrivée des centrales inertielles, etc. Ben, avant ça, on naviguait quand même. Hein. N'oubliez pas que Lindbergh, il a traversé l'Atlantique avec rien du tout, avec un monomoteur et le minimum d'équipement. Hein. Donc, ça facilite effectivement la vie d'avoir tous ces systèmes-là, mais il n'en demeure pas moins vrai qu'un pilote est formé pour piloter un avion avec le minimum syndical. Hein. Il arrive une génération là qui, me semble-t-il, qui est née là avec les automatisations, qui ne, qui pense que ce n'est pas concevable de piloter un avion sans ces technologies modernes. Il arrive cette génération-là. Hein. Oui, oui, Farid, tu as tout à fait raison, mais bon, au simulateur, pendant le cursus de formation de la qualification de type, on fait tomber tous ces systèmes en panne. Donc le gars, il devient rien. Donc sur un 330, par exemple, pour reprendre un petit peu l'Ulysse, on peut même aller au mechanical backup. Tous les systèmes tombent en panne, que ce soit hydraulique, truc et tout, rien. Même le joystick ne fonctionnera pas, donc ça va être... On amène les gens à ce qu'on appelle un mechanical backup, totalement manuel. Il va piloter au rudder et au trim. Et c'est très difficile de le faire, mais c'est faisable. Quand le gars il va poser cet avion comme ça, mechanical backup, t'en fais pas. Ça, là, tu peux le laisser faire, lui faire tomber tous les systèmes en panne. Piloter au rudder et au trim. Ça, il devient People 28. 330 qui devient. N'oubliez pas, comme je dis toujours aux gens, on apprend à piloter, on n'apprend pas à piloter sur un Airbus 330 ou sur un Boeing 777. Hein. On apprend à piloter sur un Piper PA28 ou un Cessna 172, que sais-je encore. C'est là qu'on apprend à piloter. Après, quand on pilote des gros avions, on s'adapte et on a plein d'aides qui pilotent à notre place. Mais quand on revient au basique, comme on est en train d'envisager maintenant, eh ben on se met à piloter un Boeing 777 comme un Cessna 172. Hein. Et il y a pas de secret. Et c'est ça qu'on doit garder. C'est ça qu'on doit garder. De toute façon, quand on a fait notre formation de pilote, on a gardé ces bons vieux réflexes du pilote de petit avion. Et si le besoin s'en fait sentir, eh ben on sait encore piloter un petit avion, hein, mais dans un gros avion. C'est tout. Est-ce à dire que quelqu'un qui, bon, en PPL, quelqu'un qui aurait qui piloterait un petit avion, pourrait piloter sans formation un gros avion, c'est-à-dire un gros porteur. Avec plusieurs choses. La première des choses, c'est la vitesse.
La deuxième chose, c'est l'inertie de l'avion. Parce que quand vous pilotez un petit avion, à peine vous touchez aux commandes de vol, l'avion réagit tout de suite. Parce qu'il n'y a pas d'inertie, il est léger. Sur un avion de ligne, c'est complètement autre chose. Quand vous engagez un virage, l'avion, il fait rien. Le vol, il fait rien. Hein. Et après, tout doucement, il commence à se pencher. Quand on veut sortir de virage, il faut anticiper largement la sortie de virage, parce que sinon, on veut s'arrêter au cap 0,90, on va s'arrêter au cap 100, hein, au cap 115. D'accord? Donc, il aura beaucoup de difficultés avec ça. Après, il y a toute l'instrumentation qu'il faudra qu'il soit capable de lire. C'est toujours possible, mais ça sera chaotique. Jalal Bouabdallah, bonsoir messieurs, mes respects. Quel est le pire scénario pour un pilote? Alors pour ma part, et chaque pilote peut le voir comme il veut, pour ma part, le pire scénario, c'est un feu cabine non maîtrisable, non éteint. Ça, pour moi, c'est le cas le plus défavorable. C'est-à-dire là, c'est un immédiat turn ou de se poser rapidement. C'est-à-dire aller se cracher le plus vite possible devant une ville, devant un village, au moins pour retrouver les corps. C'est grave de dire ça, mais ça, c'est le scénario le pire possible. C'est pour moi. Maintenant, ça peut être différent pour les autres. Je sais pas. Si tu en penses, JBN, ouais, c'est l'heure où je dois vous quitter pour quelques instants. À tout à l'heure. Voilà. Ça, c'est le pire scénario pour Farid. Voilà. Absolument. Ça fait des ravages de tea time. Hein. Vas-y, Tchachi, mais vas-y. Bonne dégustation. Ça va très bien. Oui, ça va. C'est Walid me demander comment ça allait, je lui ai répondu. Eh bien, tu vois, Kader Ben, il te dit, mes instructeurs disaient, c'est un avion, c'est un manche ballonnier et des gaz. L'avionique, c'est pour les riches. En fait, l'avionique, c'est pour les riches. Non, c'est pas pour les riches, Kader. Mais plus ça avance, plus il y a de l'avionique, plus il y a de l'innovation, plus ça aide le pilote à faire son travail de façon correcte. Mais quand la situation est effectivement critique, il y a les ballonniers et le trim au khalas, même pour un 330, même pour un truc. Comment gérez-vous une perte de pression dans le système hydraulique? Quel système redondant? Il y a 3 systèmes dans un 330, par exemple, je parle de le cas que je connais. Ça va du simple au pire quand tu perds les 3 systèmes, ce qui est quasiment impossible. Mais déjà, en perdant 2 systèmes, il y a beaucoup de choses qui vont être perdues, mais il y a des procédures qui vont avec pour essayer de faire justement poser ces avions. Donc, que ce soit sur les 37, c'est ce qu'on appelle manuel aïe. Sur 330, tu perds déjà 2 systèmes. Il y a la rate qui va sortir pour pouvoir. C'est un des systèmes redondants qui va pouvoir te donner de la pressurisation. Tu perds des systèmes, par exemple, électriques, kiff. Il y a le 3e alternateur qui se met en branle. Et sinon, tu as l'emergency lock qui se met en branle. Donc, il y a toujours un système qui supplée au truc, au défaillant. Ne t'en fais pas. Dans l'aviation, ils ont tout étudié pour que, justement, il n'y ait pas... Il peut y avoir une surprise, mais tout ne peut pas tomber en même temps en panne. Quand il y a un système qui tombe en panne, c'est qu'il est ou affilié à quelque chose, ou il y a eu une défaillance de ce système-là. Donc, il est repris par un autre. Le fuel, c'est pareil. L'électricité, c'est pareil. L'hydraulique, c'est pareil. Avez-vous déjà vu en mode alterné au simulateur, pas en réel? Sauf une chose, Nordine, oui. qui n'est pas redondant. C'est quoi? C'est le pilote. Non, même ça, tu peux avoir un pilote en essence, ce qu'on appelle un pilote en passager service ou là en voyage. Donc tu peux l'avoir, si tu as de la chance. Moi, il faut avoir de la chance. Ah oui. Dans la vie sur ATR 72 en Algérie, ben, c'est des avions, ils posent des fois problème, ces avions-là, parce que je pense que c'est un problème de pièces, mais sans plus, mais techniquement parlant,
C'est des avions qui volent, qui font des vols au sud, à l'est, à l'ouest. Bon, des fois ça pose problème, mais comme encore une fois, toute structure travaillante. Internet low, je n'espère pour personne de tomber en Internet low. Normal low déjà c'est pas mal, mais Internet, ça veut dire que tu as perdu ce qu'on appelle des computers. Et quand tu perds des computers, c'est la seule entité à bord à qui je prêtais une confiance totale et un respect surtout total. Un student, oui, ça compte. Bien sûr, ça compte. Walid, un student pilot, t'en fais pas, il a l'instinct du pilote. Même s'il est student, même s'il est stagiaire, même s'il est en apprentissage, il a quand même son instinct. Parce que d'abord, il va se sentir utile. Et il va ramener son truc, son aide. Genre, il y a quelqu'un qui disait aussi la compétence décisive. D'ailleurs, il Oui, faudrait savoir aussi le calme, parce qu'on parle de calme. oui, Mais mais quelle est la différence entre le calme et le sang-froid aussi? bon, tu sais, dans la mesure où le pilote a fait sa formation et qu'il a sa licence en état de validité et qu'il est passé par ce qu'on appelle la visite médicale, qu'il est apte au vol, on considère qu'il est compétent, qu'il peut prendre les bonnes décisions et qu'il est calme. Parce que rien n'a été décelé chez lui d'anormal au niveau du psy ou de l'AJA ou de la médical. Rien n'a été décidé chez lui de négatif pendant ces assessments, que ce soit en simulateur ou en vol ou en contrôle. Décisif, s'il est captain, il est obligé d'être décisif, mais partagé bien sûr avec le gars qui est avec lui, ne pas prendre la décision tout seul. On ne peut pas être autocratique, hein. Et oui, c'est une décision partagée. C'est pas par peur ou là, non, c'est pour être sûr que c'est la bonne décision. Parce que des fois, attention, le gars peut prendre une décision comme ça rapide, et s'il ne prend pas l'avis de son collègue, et si son collègue même s'il ne s'impose pas, mais s'il ne donne pas son avis, ça, s'il se passe quelque chose, ils vont faire des rapports tous les deux. Pourquoi tu lui as pas dit? Pourquoi il n'y a pas ça? Pourquoi? Et ça s'est vu, ça. Hein. Ça s'est vu dans plusieurs compagnies, même chez nous d'ailleurs. On peut lui poser un peu, pourquoi tu n'as pas dit ça? Pourquoi tu n'as pas mis le haut là? Pourquoi tu n'as pas orienté? Pourquoi tu n'as pas émis un avis? Et c'est pour ça que les pilotes sont formés dans ce sens. Pendant leur formation, il y a le facteur humain, il y a le CRM, il y a le SIMU, et on voit le travail de l'équipage. On le voit, ça se voit comment les équipages travaillent. On ne demande pas aux gens de se faire des bous-bous, hein, Gallo. Ça, non, mais que ça, une fois bien sûr, ok. Chacun fait son travail. Et le travail doit être bien fait. Voilà comment ça se passe. Meilleur appareil. Service, service, copain après, comme on dit. Exactement. Les licences, ça se mérite exactement, Edith. Meilleur appareil dans ma carrière, tu veux dire? Bah, tu sais, moi j'ai fini ma carrière sur 330, donc pour moi, le meilleur appareil pour moi c'était le 330. J'ai bien aimé le 67, mais c'était avant le 330, donc je peux dire 330. Incompétent dans le cockpit. Ça n'existe pas cette histoire. On ne peut pas dire un first officer incompétent dans le cockpit, parce que s'il est incompétent, il n'a pas sa place dans le cockpit. Déjà, Adèle. Ça se verrait, je te dis, ça se verrait. Maintenant, il peut y avoir un first officer en apprentissage. C'est pas la même chose. C'est pas de l'incompétence, c'est de l'apprentissage. Il est en formation, il est en instruction. Quand il est en instruction, il a des marges d'erreur. Et c'est pour ça qu'il a un instructeur avec lui. Même pas un commandant. Hein. Il y a ce qu'on appelle des marges d'erreur. Pour la vitesse, pour l'altitude, pour beaucoup de choses. Pour rattraper des situations, la compréhension du système. Ça, c'est des marges d'erreur. Et c'est permissible. Et l'instructeur est là pour ramener justement le gars à être sur la ligne droite. Voilà. Donc on ne peut pas parler d'incompétence. L'incompétence, ça veut dire
et Irantieli Orlas. Un copilote japonais n'avait pas osé, par respect contre le commandeur. Mais c'est pour ça que dans la loi du commandement, la loi, dans la annexe, on dit que le copilote, parce que c'est écrit en français, mais c'est un first officer, le copilote est un commandant de bord en apprentissage. C'est-à-dire qu'il est là. D'abord, il a une licence, son état de validité, il a fait ses simulateurs, il a fait ses preuves. Il n'est pas là comme étant un sac de sable ou un lest. Quand il est lâché en tant que copilote, il est ou pilot flying, donc il fait son étape, ou pilot not flying, quand le commandant fait son étape. Et il est là pour justement, si le commandant, à un moment donné, prend une décision tout seul, veut prendre une décision, il est là pour lui dire attention, je pense que, il y a des manières de le dire, il y en a des affaires quand non, c'est pas comme ça, non. Il va lui dire, voilà, je pense que c'est comme ça, conformément à ce qui est écrit chez Airbus ou là chez Boeing. Et ils sortent le bouquin, il n'y a pas de problème, ça se discute, ça. Mais il faut, s'il a un avis à donner, il faut qu'il le donne. Pas l'imposer, il faut le donner, l'avis. Un bon apprentissage est une bonne remise à niveau par rapport aux nouvelles méthodes et appareils. Tu sais, les skills, ce qu'on appelle les skills dans les simulateurs et tout, sont faits de telle sorte justement que le pilote fasse le tour de tout ce qui peut arriver dans des situations critiques. Cas de panne, de feu, de ceci, de cela, de problèmes, de maladies, de beaucoup de choses. Et ça, c'est en un minimum de temps. Mais c'est fait dans le temps. Tous les 6 mois, il y a une remise en cause, donc simulateur. Tous les ans, il y a le contrôle en ligne, la visite médicale, contrôle inopiné, contrôle ceci. Donc tout ça fait que le gars, il est toujours dans ses bouquins. Et ça ne veut pas dire qu'il va s'enfermer, hein, non. Il a sa vie, il mène sa vie et tout. Mais en même temps, il est obligé d'être à jour. Parce que dans l'aviation, il y a des choses qui changent. Et il faut qu'il soit update. S'il n'est pas updaté, il peut passer à côté des choses. Et ça se verra. Ça se verra pendant les contrôles. Que ce soit contrôle au simulateur ou le contrôle en ligne. Oui, effectivement, vous disiez qu'il n'y a pas de first officer incompétent, c'est clair, mais bon, il y a autre chose qui peut s'imposer, bien sûr, et il y a peut-être un manque de feeling entre les deux pilotes, etc. Ça peut exister, mais bon, Ça peut exister, Félix. Mais ça aussi, il y a un supplétif à ça. Quand il y a un problème d'incompatibilité d'humeur ou d'affinité, que ce soit le pilote ou le copilote, quand ils ont fait un vol houleux, par exemple, qui s'est bien passé à la fin et tout, ça houleux, ça m'a gagné, ou le match bouge. Ça peut arriver, hein, tu ne peux pas rentrer dans le mind des gens. Il y a ce qu'on appelle des réserves. Il écrit à la direction des opérations et il met un astérix devant son nom ou là l'astérix devant le gars avec qui il ne peut pas voler. Et le programme ne va plus les programmer ensemble. Ça, c'est pour éviter beaucoup de choses. Ça peut arriver. Dans le monde entier, ça n'existe pas qu'en Algérie. Ça se appelle la compatibilité d'humeur. Si tu ne peux pas supporter une personne, tu ne vas pas passer 12 heures avec elle dans un cockpit. Par exemple, tu vois. Voilà. Et ça, c'est vu. Ça, c'est vu. Surtout que les conséquences pourraient être catastrophiques. Exact. Donc, pour pallier à ça, il y a ce qu'on appelle, dans le programme, il y a les astérix à côté des noms. Il ne faut pas tenir de gars. Par exemple, le commandant, s'il n'a pas d'affinité avec beaucoup de monde, il ne va pas dire je ne m'entends pas avec Flynn, sinon il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas bien sauf lui. Tu as compris? S'il pense que tout le monde n'est pas bien sauf lui, c'est que lui, il a un problème. Le commandant qui s'impose en disant c'est pas le commandant, c'est le seul qui ne croit pas au fait qu'il soit le commandant. Ça, tout le monde sait qu'il est le commandant, sauf lui. L'autocrate. Donc, ça peut arriver. C'est des situations qu'on a vues. On a vu des situations comme ça.
Mais ça, il y a toujours des solutions à ça, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, on trouve pour toujours une solution à ça, votre âge. En fin de compte, on n'est que des humains. Hein. Exact. Que pensez-vous du Single Pilot Cockpit, un nouveau concept de chez Airbus? Oui, c'est un bon concept. Moi, je suis plus concerné. Moi, je monterai dans un avion, je te dis tout de suite, Adèle. Avec ou sans pilote. Moi, ça ne me dérange pas. Personnellement. J'y vais, non, je ne monterai pas dans un avion sans pilote. Moi, je monterai dans un avion comme ça ne me dérange pas. Bon, parce que chacun voit les choses comme il veut. Mais Single Pilot Cockpit, c'est pas pour demain. C'est pas encore pour demain. Oui, mais Nordine, bon, imaginons un avion sans pilote. Mais est-ce qu'il y aura quand même une alternate, comme on dit, une alternative, en cas où il y aura personne pour, au cas où cela ne va pas, il y aura personne pour. Bon, toi là, tu es en train de me dire que toi, ça te dérangerait pas, parce que peut-être que tu pourrais éventuellement sauver ta vie et la vie des passagers. Non, même pas. Même pas. Même pas parce que s'ils veulent arriver à ça, d'abord, il faudra qu'ils mettent ce qu'on appelle des mesures de sécurité plus draconiennes. C'est-à-dire que déjà maintenant, il y a le cockpit avec porte blindée, alors qu'il y a deux pilotes à l'intérieur, donc la porte est blindée. Mais si tu mets un avion sans pilote, qu'est-ce que tu vas mettre l'option de laisser, de pouvoir ouvrir la porte pour essayer d'intervenir en tant qu'humain? Je sais pas. Peut-être qu'ils vont peut-être penser à cette option-là. Ah, dans un premier temps, ils vont penser à ça. Ouais. Dans un premier temps, ça va être comme ça. Ça sert à rien parce que, sauf si le gars il est en passager. Parce que si tu mets un pilote qui va voyager dans cet avion parce qu'il est pilote, et dans le cas où il y a un problème, il doit intervenir, à ce moment-là, il fallait le laisser au cockpit. Pourquoi tu le mets à bord? Tu as compris ce que je veux dire? Absolument. Ouais. Tu as compris? Ouais, Maintenant, j'ai tu ne peux compris. pas imaginer que tous les vols sans pilote vont avoir des passagers pilotes, Agda par hasard. Ça n'existe pas. Le hasard, si tu veux, moi, j'y crois pas trop au hasard, hein, mais c'est pas grave. On va savoir, dans les premiers temps, ils vont faire en sorte à ce qu'il y ait un pilote à chaque vol. On va savoir. Ça va être trop compliqué à gérer, ça. Maintenant, mets tes avions sans pilote au classe ou bon, maintenant, si tu veux faire un truc comme ça. Par contre, tu as une autre solution. Ils sont en train de voir cette histoire de fuselage, enfin, cabine, escamotable dans le cas où il y a un problème, que ça descend avec des parachutes, dans le cas où il y a, par exemple, des pressurisations, une explosion, n'importe. Donc, ça On va en parlait. solidariser de l'avion et ça va descendre en aparté. On en parlait, mais il y avait une problématique qu'avait soulevée Captain Viala, c'était le fait de savoir où atterrir. Où la cabine va atterrir, c'est ça le problème. Bon, ben, je dirais qu'il va la capsule dans un space, dans l'espace, qui atterrit en mer ou là, qui atterrit dans le truc, Ouais. en Sibérie. Voilà. Oh, tu as l'air plus frais avec le thé. Ça y est, j'ai pris mon thé, ça y est, là, jusqu'à demain matin, plus rien. Ah, carrément. Ah oui, on mange. Ah, c'est merveilleux, ça c'est bien. Oui, Alors, s'il va tous qui les dit, matins, c'est. tous les Vas-y. matins, j'ai 35 minutes de vélo d'appartement. Ça, c'est le matin. Et puis, pas de repas le soir, voilà. Un repas bien équilibré à midi. Beaucoup de légumes. On mange très peu de viande. Très Et bonne puis, résolution. voilà. Oui, depuis. Alors, c'est très marrant parce que, en fait, avant, je ne pouvais pas envisager un repas sans viande. Il y a longtemps de ça en arrière. Vraiment, pour moi, un repas sans viande, c'était pas un repas. Et puis, au fur et à mesure des années, j'ai mangé de moins en moins de viande pour maintenant me dire, ah tiens, il faudrait peut-être quand même qu'on mange un peu de viande, quoi. Donc, on doit en manger une fois tous les 10 jours ou quelque chose comme ça. Et encore, la plupart du temps, de la viande blanche. Et pareil pour le repas du soir. Avant, je ne pouvais pas envisager d'aller me mettre au lit sans avoir mangé. Et puis finalement, ça fait quelques mois que je m'y suis mis avec madame et ça se passe très bien. On dort mieux même, voilà. Allez, tu prends JB
et tu mets le contraire, c'est moi. Je suis Ah ouais, ouais. Carnivore, carnivore. buveur, carnivore, buveur, couscous. Moi, Voilà. je bois une bière. Je dois boire une bière à peu près, une bière par mois. Alors, je touche plus du tout à tout ce qui est alcool fort, les whisky, tout ça, ça me Ça, fait c'est bon. peur. Ça, c'est bon. Le Ricard, j'en prends un aussi tous les 36 du mois. Vraiment très très peu d'alcool, pratiquement pas d'alcool, quoi. Ouais, comme disait Sabri une fois sur le live, qu'il était devant une boisson à base de malt et de houblon. Et comment vous expliquez le fait que les stewards ouvrent les porte-avions, donc ça pourrait... Attends. Coucou, c'est un peu ravagé. Comment vous expliquez que le fait que les stewards ouvrent porte-avions, tu veux dire avion, donc ça se pourrait qu'il y aura un problème. Un problème de quoi? La porte-pilote. Non, non, c'est pas, c'est à moins que ce soit la porte Vite. de l'avion avec le gonflement du toboggan, peut-être. C'est peut-être ça qu'il veut dire. Ben non, parce qu'on était dans le... Il part de la porte avion, ouvre la porte avion, donc ça se pourra et qu'il y aura un problème. Je pense que c'est l'ouverture d'une porte cabine avec gonflement, enfin, sortie Non, du toboggan. non, moi ce que j'ai compris, imaginons qu'un steward ouvre la porte en vol. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment le Ah, scénario ah, catastrophique. c'est pas possible. Pas Ouvre la l'ouvrir. porte, l'avion, il peut pas l'ouvrir déjà en vol, il peut pas l'ouvrir. Non, non, je pense qu'il est dans le système dont on parlait avant, parce qu'il dit non, porte-pilote pour lui ramener déjeuner, alors que c'est interdit. Si, pourquoi? Je vais t'expliquer, Coco. Comment ça se passe pour la porte du cockpit? Ne pensez pas que c'est... Il y a une caméra. On a une caméra. Quand le chef de cabine ou le steward ou l'hôtesse assigné au poste veut intervenir au poste, avant de le faire, elle prend le PA, le public address, et elle appelle le cockpit. Donc ça sonne au cockpit. Le commandant ou le first officer prend, oui. Elle va dire, voilà, c'est pour... vous avez besoin de quelque chose? Et ben, elle va dire, oui, on veut manger, ou le café, ou le n'importe. Donc, elle va préparer ça, ou il va préparer ça. Quand il ramène, il va rappeler pour qu'il y ait l'ouverture de la porte. Le gars, il voit sur la caméra. On a une caméra. Sur 330, il y a des caméras. Les anciens 330, c'est sur la porte. Sur les nouveaux 330, c'est sur le lower DU. Sur les 37, c'est dans le lower DU aussi. Il voit qu'il y a une intervention. Donc, il fait front et aft. Il voit devant et derrière, s'il n'y a personne derrière qui menace ou là pour l'ouverture de la porte. Et là, il ouvre la porte. Il y a un glitch. Tac. Il ouvre la porte. Donc, il peut ramener le petit déjeuner, ramener le café, demander une information, intervenir au poste. Il peut, mais sur instruction du commandant. Bonsoir tout le monde. Bonjour, Hamadi. Bonsoir, chers Bonsoir. messieurs. Bonsoir, Euh, Mehdi. je n'ai pas l'intention de rester très longtemps, mais c'est juste que j'avais compris quelque chose depuis le 11 septembre, que l'avion était plus facile qu'une voiture à conduire. Voilà. Pour moi, l'avion, c'est pas sorcier. C'est vrai, c'est plein de boutons, il y a plein de trucs et tout. Bon, moi, c'est pas mon domaine, l'aviation. D'ailleurs, je n'ai jamais pris un avion de ma vie. Je suis jamais monté sur un avion. On Mais n'a pour jamais moi, dit que c'était sorcier. voilà, c'était juste pour vous faire un petit coucou et je vous remercie pour ce live. Merci, C'était juste pour Momo. rigoler un petit peu. Je suis et je reste à l'écoute. Je vous souhaite une excellente soirée. Ceci dit, on n'a jamais dit qu'il c'était sorcier, mais ceci dit, Kenny, ce n'est pas simple, ce n'est pas aisé. Voilà. C'est pas sorcier, mais Je C'est me c'est... sûr, souviens c'est sûr. je me souviens de la remarque d'un vieux commandant de bord étranger qu'on avait à la compagnie qui m'avait dit, ah, piloter un avion, c'est pas difficile. Il faut juste prendre la bonne décision au bon moment. En dehors Exactement. de ça, Mais c'est pas on dit, difficile. j'ai entendu dire que les meilleurs pilotes sont des Algériens. J'ai entendu dire. Non, Après, les gens qui vous disent ça,
les gens qui vous disent ça, ils n'ont aucune compétence pour juger des pilotes. Les pilotes algériens sont comme tous les pilotes du monde, et j'en fais partie, donc je sais de quoi je parle. On n'est pas meilleur, enfin nous maintenant on est à la retraite avec Nordine, mais on n'a pas été meilleur que les autres, on a été juste des pilotes standards, et c'est tout, il n'y a pas de super pilote. Et dites-vous bien une chose, c'est que le jour où un pilote pense qu'il est très bon pilote, c'est là qu'il devient dangereux et c'est là qu'il devient un mauvais pilote. Voilà, c'est tout. Laissez-moi, s'il vous plaît, juste dire la formule que vous dites souvent. Le meilleur pilote, c'est celui qui arrive à la retraite. Exactement, il a beaucoup plus d'ancienneté, c'est un ancien. Non, c'est pas ça, c'est que il a réussi, il a eu la chance de pas tomber sur la situation qu'il n'arrivait pas à gérer. Voilà, qu'il n'aurait pas réussi à gérer. Donc, voilà. Très bien, très bien. Il est arrivé à la retraite vivant, tout simplement. C'est un beau cadeau de la vie. Et c'est un très beau métier aussi. C'est un métier qu'on a rêvé tous quand on était enfant, quand on nous demandait au primaire, vous voulez faire quoi plus tard? Un pilote. On était tous pilotes. Eh ben, merci Je beaucoup. vais, je vais vous dire, j'ai pensé toute ma carrière, j'ai pensé à des gens comme vous. Attendez, coupez votre micro. Coupez votre micro. Micro, bon. Voilà. Toute ma carrière, j'ai pensé à des gens comme vous. Et très souvent, surtout quand on est croyant, on remercie le bon Dieu d'avoir fait qu'on ait fait ce métier pendant que tellement de gens auraient voulu le faire et la vie n'a pas voulu qu'ils le fassent. Voilà. Donc moi, j'ai toujours remercié le bon Dieu de m'avoir fait pilote et voilà. Et j'ai vécu ça en pensant à ceux qui n'ont pas réussi à l'être. Voilà. Bon, merci de ta participation. Tu as bien raison, Chanel, d'être pilote de ta vie. Au moins, on sait quelle panne on peut avoir. Exactement. Quand on sait que toutes les choses qui nous arrivent, en bien ou en mal dans notre vie, sont dues à 80% à nous-mêmes. Voilà. Donc, quand on est pilote de sa vie, ben, on sait ce qu'on se fait à soi-même. Exact. C'est JB, mais c'est JB. Parce que tu rajouterais un ER, ça deviendra gibier. Il a 74 ans. Et moi, j'ai 9 ans de moins que lui. J'ai 65 ans, je suis plus jeune. Hein. Ça, je fais plus vieux que lui sur les cheveux. Et lui, il est presque végétarien, enfin, à la limite. Mais moi, je suis carnivore. C'est ce que je veux, je ne sais pas. Déjà, il y a... Je pense qu'il n'y est pas pour grand-chose, mais c'est pas grave. Ça, c'est mon avis. Elle dit, ça, c'est Hadja. حاب نسقسيك حاجة. Qu'est-ce que tu veux, Hassan? Vas-y, ressortir حاجة. Mike, bravo. السلام عليكم. Salam. كيف راكم لاباس؟ Oui. الحمد لله. J'ai une question على le stabilisateur, l'empennage vers horizontal. Est-ce que من يكون الفوق يكون عنده des avantages أكثر من اللي يكون تحت في زعما au milieu? Non, il n'y a pas d'avantage ou de désavantage. C'est une question de conception de l'avion. Quand on fait un empennage horizontal en haut, en T, il a un avantage, c'est qu'il est moins soumis aux turbulences que l'aile génère derrière elle, parce qu'il est plus haut. Donc, il y a moins d'effet de l'aile. En particulier, si vous regardez mes vidéos, quand on parle de downwash, il n'est pas soumis au downwash de l'aile. Par contre, l'empennage en T a un inconvénient, c'est qu'il est sujet à ce qu'on appelle le deep stall.
Le deep stall, c'est-à-dire où l'aile est décrochée et le plan fixe horizontal est décroché aussi. Et donc, c'est un peu l'accident qu'il y a eu sur l'ATR brésilien, où ils sont rentrés en deep stall. Donc, il y avait les deux, l'aile et le plan fixe horizontal qui était décroché, donc plus aucune possibilité de corriger, de récupérer le décrochage. Le Vous plan disiez, fixe Captain Bernard, horizontal, oui, voilà, c'est tout. que le downwash allait automatiquement vers le bas, mais à aucun moment il peut atteindre le plan fixe horizontal. Il influe dessus. Il influe. On constate quand même que, par exemple, si l'aile est à une incidence, on va dire, de 10 degrés, eh bien, le plan fixe horizontal sera une incidence moindre, parce qu'il y a le downwash. Il sera peut-être à 8 degrés ou 7 degrés d'incidence. Donc, il y a une influence. Il y a une influence. Le downwash est épais hein, quand même. Hein, le downwash, il a lieu au-dessus de l'aile. Hein. Moi, bon, je l'ai représenté juste en bas, au bord de fuite, mais il intéresse une zone quand même relativement haute derrière l'aile. Hein. Ben, moins d'intensité. De moindre intensité. Mais quand même, l'angle d'incidence du plan fixe horizontal n'est pas le même que l'angle d'incidence de l'aile. Hein. Exact. C'est bon, mec, bravo. Merci beaucoup, يعطيكم الصحة. Question de... Attends, je réponds à Abdel. Non, la compagnie, la seule pression que fait la compagnie sur le pilote, c'est de respecter son règlement intérieur, son manuel d'exploitation et ses procédures, son standard operation procedure. S'il ne respecte pas ça, et en fait, c'est pas une pression, c'est le code à respecter. S'il ne respecte pas ça, il n'a rien à faire dans cette compagnie. Tout simplement. Il n'a qu'à changer, il va faire mercenaire ou il va faire quelque chose. Mais la compagnie n'a jamais fait de pression sur quelqu'un. C'est-à-dire que, Belek, tu parles d'obliger quelqu'un à faire un vol. C'est même pas une obligation. Le gars, il peut être sollicité. On peut appeler quelqu'un, lui dire, est-ce que tu peux venir faire le tel vol, parce qu'on n'a pas d'alerte ou de hajj. S'il va le faire, c'est qu'il a accepté. C'est pas une pression. S'il lui arrive quelque chose, et que c'est en dehors de son truc, il n'était pas dans ses conditions de le faire, la compagnie n'est pas responsable. Il a accepté de faire le vol, ce qu'il s'est senti en tant qu'être humain normalement responsable, il s'est senti capable de faire ce vol. Donc il va le faire. Si tu parles de ça, mais la pression ne vient jamais d'une compagnie pour dire il faut faire ça, il faut faire ça. La compagnie, elle a des règles à respecter dans toutes les compagnies du monde. Hein. Alors encore plus, les gens pensent que, par exemple, allez voir si notre ami était là, il va vous dire qu'il y a des contraintes dans des compagnies comme des compagnies 5 étoiles et tout. Mais là, en tant que pilote, on voit ça comme des contraintes. En fait, c'est pas des contraintes et c'est pas de la pression. C'est le respect des procédures qu'émet la compagnie. C'est tout. Pas de pression d'une compagnie. Du moins, c'est comme ça que je l'ai. Pour confirmer ce que dit Nourdine, dans toute une carrière, jamais on va dire à un pilote il faut absolument que tu fasses ce vol, il faut ceci, il faut cela. Non, jamais. Chaque commandant, chaque pilote est responsable de son action. Et d'ailleurs, un des premiers points que l'on apprend, c'est que un pilote doit s'abstenir d'exercer ses fonctions s'il ne sent pas en état physique ou psychologique de le faire. Stop et fin. Et c'est sur la foi de sa déclaration. Personne ne va vérifier le bien fondé des dires du pilote qui dit « je ne peux pas faire ce vol, je ne me sens pas en état physique ou psychologique de le faire », c'est tout. Ça suffit, c'est une déclaration. Vous savez, quand on nous confie un avion, c'est qu'on pense quand même que nous sommes des gens qui sommes intellectuellement honnêtes. Mais y a-t-il eu des cas où justement où l'honnêteté intellectuelle passait en second plan et que le pilote, se sachant atteint d'une maladie quelconque, ne s'est pas déclaré? Si, Ça a sûrement dû arriver. Par l'amour, par amour, ben on va pas le condamner, mais
amour de la... Non, non, c'est pas par bout du vol. Ça s'est vu dans plusieurs compagnies. La preuve, après enquête, on détermine que le gars finalement avait des antécédents qu'il cachait. On peut trouver ça. Ça peut. Il ne faut pas se cacher la voile, enfin la face, ça peut. Mais, encore une fois, comme disait JB, l'être humain, s'il est, d'ailleurs c'est pour ça qu'on dit être humain, s'il est conscient de ce qu'il fait, c'est de dire non, je peux pas, non, je sais pas. Il n'y a pas plus simple de dire je ne sais pas, je ne peux pas. Ou là il n'y a pas plus simple de dire la vérité en fait. C'est la vérité. Il n'y a pas plus simple que de dire la vérité. Tu dis la vérité, toutes les portes sont ouvertes. Tu commences à cacher, ça peut se retourner contre toi, un jour ou l'autre. Et encore une fois, pour rappeler l'adage de dire, chaque personne peut être rattrapée par son passé si, dans son passé, il y a des non-dits. Et on l'a vu, on peut le voir, et on peut le voir au simulateur, on peut le voir en ligne, on peut le voir pendant la carrière, on peut le voir à n'importe quel moment. Jusqu'à Et puis j'ai l'impression qu'il n'y a pas plus amoureux que le capitaine Vialin, il n'y a pas plus amoureux de l'aviation que le capitaine Vialin. Moi, je pense qu'à aucun moment, ça vous a effleuré l'esprit. Mais il y a des gens qui sont vraiment amoureux, qui peuvent éventuellement, vous voyez ce que je veux non, dire? des fois, c'est pas de l'amour, Farid. Des fois, c'est pas de l'amour. Des fois, c'est la peur de perdre, par exemple, il y a des gens qui considèrent qu'il y a des avantages, de peur de perdre des avantages, ou un salaire, ou ceci, ou cela. Des fois, c'est ça, c'est la peur qui fait ça. C'est pas l'amour. Oui, mais dans le cas du capitaine Vialin, je pense pas. Non, non, le gars qui est amoureux de son métier, justement, il faut qu'il soit honnête intellectuellement et dire, j'ai un problème, si je continue avec ce problème, je vais perdre, dans le cas de Vialin, je vais perdre Louis, je vais perdre ceci. Il y en a qui ont eu des collements de rétine, s'ils cachent son décollement de rétine jusqu'à la visite, où ça va être investigué, eh ben, ça va se savoir, parce qu'à un moment donné, il va perdre la vue. Si un gars a des problèmes de cœur, ben, il peut avoir un infarctus du myocarde en plein vol. Ça s'est vu aussi dans des compagnies. Et des fois, c'est en sourdine. Ça va se déclarer comme ça, sans que le gars n'ait fait quoi que ce soit, ni pensé à quoi que ce soit. Ça peut arriver aussi. Donc, moi, pour ma part, je te dis, ce n'est pas beaucoup plus d'amour. Quand les gars cachent des choses, c'est beaucoup plus la peur de beaucoup de choses. Quand tu es honnête intellectuellement, tu sais que tu peux faire autre chose. Tu sais que tu peux faire autre chose. Tu sais que tu peux même dormir ou le travailler. Lui, regarde, depuis qu'il truc, bah voilà, il a eu des postes de responsabilité, il a enseigné, il enseigne encore et tout. Il aurait pu cacher ça, mais au détriment de sa santé. C'est ça, la conversion quand même est plus facile. Hein. Et au détriment de la sécurité des La passagers. sécurité du vol, déjà des Non, passagers. voilà, on ne peut pas jouer avec ça. On ne peut pas. C'est certain que quand on est obligé de déclarer qu'on a un problème et que l'on sait que l'on va perdre sa licence en déclarant ce problème, eh ben, on fait un bilan. On fait un bilan. Et c'est pour ça que vous m'avez entendu, Sham Khara, répéter et répéter qu'il faut toujours, avant de se lancer dans ces études, avoir un plan B.